mobilisation des ressources pour le passage à grande échelle de l'intégration PFPP-SRMNIA. Nous voudrons saluer tous ceux qui nous suivent en ligne. Et il y a une information importante pour nous permettre de bien prendre en compte les différentes recommandations de cette réunion. Nous aurons souhaité que les différents pays prennent note des recommandations pour nous permettre de faire le suivi après, de pouvoir le redirectionner correctement. Donc, à la fin de chaque journée, on prendra des recommandations ou des éléments importants qui ont été captés par les différents pays pour pouvoir les router vers le rapport général. Donc, à la fin, on va s'adresser aux différents pays pour ce petit document. Merci beaucoup. Alors, la session 3 est facilitée par l'USAID. Donc, nous allons donner la parole à Dr Damiba de l'USAID pour nous conduire dans cette session. Merci, docteur. Merci, facilitateur. J'espère que vous avez tous eu un bon repas et que vous êtes prêts à engager les discussions pour cette session. C'est une session très importante. Comme on dit, le nerf de la guerre, c'est les ressources pour pouvoir mettre en œuvre tous les plans que nous parlons. Donc, je vais un peu, très rapidement, fixer le décor et la raison pour laquelle cette session a été imaginée par les organisateurs. La communauté de pratique régionale, présidée de façon tournante par l'OMS Afro jusqu'en 2023 et par la suite par l'OAS pour 2 ans, a été créée pour la coordination, l'assistance technique, le plaidoyer et la mobilisation des ressources. Il est un levier pour répondre aux besoins des pays de l'Afrique francophone en fédérant plusieurs partenaires autour de la question de l'intensification de l'intégration des services de santé mère-enfant, notamment l'intégration PFPP, SMNI et nutrition, comme principe fondamental pour la disponibilité et la qualité des services et comme meilleure approche pour répondre aux besoins essentiels de santé des femmes et de leurs enfants tels que recommandés par l'OMS. Les résultats tangibles obtenus de l'expérimentation et de la recherche dans les pays de la sous-région ont suscité la nécessité du passage à grande échelle de l'approche dans les différents pays. C'est ainsi que plusieurs ministères ont élaboré en 2023 des plans de passage à grande échelle, 2023-2027, qu'on appelle plan PAGE, passage à grande échelle. Pour mobiliser les partenaires autour de ces plans, notamment les gaps et les défis de financement qui se posent dans la mise en œuvre des réunions de plaidoyer et des tables rondes de mobilisation des partenaires ont été organisées par les ministères pour susciter un accompagnement synergique, coordonné et aligné des partenaires sur les priorités du gouvernement dans l'offre holistique des soins essentiels centrés sur la personne, en tenant compte du cycle de vie, surtout dans la période critique prénatale et postnatale. Au total, 4 pays ont tenu leur table ronde jusqu'à présent avec l'appui financier de la CDP et de FP 2030. Avec un fort engagement des États et des partenaires techniques et financiers qui a été matérialisé par la signature d'une charte d'engagement à accompagner cette stratégie d'intégration pour sa vraie mise en œuvre dans les régions sanitaires. En plus des partenaires locaux et les PTF qui ont montré leur volonté de soutenir la stratégie d'intégration à travers le plan PAGE, les fonds catalytiques d'ENIBA est aussi un aboutissement d'un plaidoyer soutenu de la CDP depuis 2022 à mobiliser les ressources de façon innovante et synergique pour soutenir et encourager les pays dans la mise en œuvre des plans PAGE. Donc nous remercions la Fondation Bill et Melinda Gates pour ce soutien à cette initiative très innovante. Le processus d'octroi des fonds catalytiques d'ENIBA par Baobab Institute a été engagé auprès de 4 premiers pays bénéficiaires pour opérationnaliser les activités prioritaires du plan PAGE. Cette session, donc, cet après-midi, est l'occasion pour nous de partager ces expériences et de mener les discussions pour en tirer le meilleur
afin d'alimenter les perspectives et les réflexions dans les pays qui sont représentés ici. Donc, je vais inviter notre collègue, directeur exécutif de DENIBA, Dr Babacar Gueye, voilà, à venir nous présenter cette initiative et comment elle a soutenu cette table ronde-là et le financement des activités innovantes au niveau des 4 premiers pays. Vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais faire le point de la mise en œuvre de DENIBA. C'est très difficile de faire une session juste après le déjeuner. Mais comme je vais parler de financement, je suis sûr que j'aurai l'attention de tous les pays. Ça, c'est la petite discrétion juste pour commencer la présentation. Je suis le docteur Elhadj Babacar Gueye, je suis le directeur exécutif. Pour avancer, c'est ça. Ok, donc je suis le docteur Elhadj Babacar Gueye, le directeur exécutif de Baobab Institute, et j'ai le privilège et l'honneur de vous présenter la mise en œuvre du fonds catalytique DENIBA et les efforts de mobilisation de ressources que Baobab a menés pour appuyer les efforts d'intégration. Le plan est un plan classique qui a été donné par l'organisation. On parlera un peu de contexte, des ressources, de l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet DENIBA, des ressources et partenaires mobilisés, le financement des pays, les facilitations, les difficultés, les perspectives et conclure rapidement. Alors, Baobab Institute, c'est une organisation locale africaine qui a été mise en place en juin 2021 par des experts de renommée qui connaissent bien la région et qui s'est plutôt engagé à accélérer les progrès en matière de santé et de développement dans le monde en mettant l'accent sur la planification familiale et les droits de la personne en matière de sexualité et de procréation. Nous favorisons l'appropriation locale et le renforcement des systèmes locaux à produire des résultats favorables au développement et nous essayons de renforcer un peu, de faire entendre la voix des acteurs locaux. Je vais parler un peu de DENIBA. C'est quoi DENIBA? DENIBA, c'est un nom bambara. Je sais que les Maliens pourront nous expliquer ce que ça veut dire, mais en termes, c'est le bien-être de la mère et de l'enfant. DENIBA est un fonds qui vise à apporter un soutien financier aux entreprises qui ont fait la preuve de concept, permettre aux acteurs d'accéder à des solutions de financement et enfin mettre un réseau d'experts et de membres de notre communauté à la disposition des pays pour les aider à mettre en œuvre avec succès leurs projets. Le président l'a dit, DENIBA a été mis en place suite au plaidoyer de la communauté des pratiques pour soutenir les différents pays à mettre en œuvre le plan d'action passage à l'échelle. Les résultats attendus de ce fonds, c'était qu'au moins 4 pays du partenariat de Ouagadougou et leurs partenaires réussissent à obtenir au total $1 million de subventions de fonds DENIBA au cours des 18 premiers mois du projet. Le projet est un projet de 3 ans qui a été divisé en 2 phases. Dans la première phase, nous ciblons 4 pays et dans la deuxième phase, nous allons vers l'extension. C'est le deuxième résultat attendu. D'autres pays et leurs partenaires demandent avec succès $1,7 million au cours des 19 derniers mois du projet. Le fonds DENIBA reçoit en nature une contribution d'au moins 4 ONG et des contributions financières à montant de $850 000. Les gouvernements bénéficiaires et leurs partenaires utilisent les fonds DENIBA pour exécuter avec succès leur plan d'action PAGE avec des résultats mesurables à l'aide d'indicateurs régionaux. Chaque bénéficiaire d'une subvention DENIBA apporte un financement national équivalent ou procède à des changements politiques convenus qui font progresser les objectifs de l'intégration. Et enfin, le fonds DENIBA devient autonome et établit un modèle pour le soutien local des petites subventions pour les pays. Ça, c'est les objectifs, les résultats attendus de DENIBA. Les résultats 1, 3 étaient censés être faits dans la première phase. Les résultats 2 et 4
était censé être fait dans la deuxième phase du financement de Deniba. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis? Je rappelle que le fonds a été lancé en septembre 2023. Depuis septembre 2023, on a travaillé en étroite collaboration avec la communauté des practices et les différents pays pour élaborer des critères de sélection. Parce qu'il y a 9 pays francophones dans la zone du partenariat de Ouagadougou. Il fallait choisir 4 pays. Nous avons partagé avec les pays les critères qui ont été élaborés conjointement et avons demandé à chaque pays de faire une auto-évaluation de où est-ce qu'ils en étaient dans la mise en œuvre de la stratégie d'intégration. Après cette auto-évaluation, tous les membres du comité directeur du secrétariat technique ont évalué en fonction des données sanitaires qui étaient disponibles dans la sous-région les 9 pays francophones. Et seulement à l'issue de ce processus que nous avons choisi les 4 pays qui étaient le Burkina Faso par ordre alphabétique, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal. Nous avons travaillé avec ces pays pour signer des subventions et tous les pays ont signé les subventions et ont reçu leur première tranche de financement. En termes de visualisation sur le temps, voilà ce que ça fait. Nous avons d'abord signé un mémorandum d'entente entre Baobab et la communauté des practices. Ensuite, nous avons lancé une communication appel à soumission pour les pays, généralement pour choisir les différents pays. Une fois que nous avons annoncé les pays, donc nous avons lancé une soumission de projets. Les différents pays ont soumis des projets sur la base de Canva que nous avons fait. Et au mois de mai, nous avons commencé le financement, mais je dois dire quand même que la finalisation nous a pris beaucoup de temps et les premiers contrats ont été signés au mois d'août 2024. Donc ça veut dire qu'on est presque au premier trimestre d'exécution. Voilà les pays avec leur tableau. Pour le Burkina, le focus géographique, c'était la région centre-ouest. Le montant du financement est de 250 000 $ et la période d'exécution est de août à juillet 2024. Pour la Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a 2 régions. Une région a été couverte en entier et une région en partie. C'est les régions de Indéné et Emo. Si je prononce mal, je m'excuse. Le montant du financement est de 250 000 $ et la période d'exécution août 2024, juillet 2025. Pour le Mali, c'est la région de Kaye qui a été ciblée par le pays avec un montant de 250 000 $ dans la même période d'exécution. Et enfin, pour le Sénégal, c'est la région de Fatick avec le même montant et la même période d'exécution. Ça, c'est le premier point de mon intervention. Où est-ce qu'on en est avec Deniba? Un de nos objectifs au niveau de Baobab Institute, c'était également de mobiliser des ressources pour soutenir le financement des pays. Et là, je vais un peu faire le point de où est-ce qu'on en est. Mais je dois dire que dans notre vision, cet objectif de mobilisation de ressources devait être commencé à la deuxième phase. Mais compte tenu de l'importance de cette question, quand même, nous avons essayé d'anticiper. Et notre approche, c'est vraiment de répondre à des appels d'offres ponctuels qui mergent avec notre vision organisationnelle. Nous essayons également de faire des réponses sur mesure, ça veut dire de cibler des partenaires qui veulent appuyer ces efforts, et non seulement les fondations privées. Nous avons un volet événementiel que nous n'avons pas encore démarré, mais nous pensons animer des tables rondes à l'intention peut-être des organisations du secteur privé pour mobiliser des ressources et le partenariat. C'est-à-dire que nous essayons de développer des propositions en partenariat avec d'autres. Nous avons eu à ce point de vue 2 rencontres avec Expand FP. Ils nous ont fait l'honneur de nous visiter. Dr Hortense, bonjour. Et nous avons commencé à faire un travail de synergie au niveau de la Côte d'Ivoire où nos 2 projets matchent. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis? En 1 an, nous avons soumis un concept note à l'USAID qui était destiné aux organisations locales pour renforcer la prise en charge
de la santé de la mer dans les régions nord du Sénégal, Matam, Louga et Saint-Louis. Nous avons soumis également un concept note à l'USAID Sahel, une proposition qui ciblait les violences basées sur le genre et qui ciblait les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Niger et Togo. Nous nous sommes rapprochés de certaines fondations privées comme la fondation CIF. Nous avons soumis un concept note spontané, ce n'était pas une réponse à un appel d'offres, mais c'est des efforts de plaidoyer que nous avons faits. Ils nous ont demandé de donner un concept sur ce que nous voulons faire, donc nous leur avons donné un concept. Nous avons développé un partenariat avec un projet Broadreach et l'Université de Caroline du Nord. Ce n'est pas des projets avec financement, mais c'est des projets d'assistance technique qui visent un peu à utiliser des technologies pour renforcer les capacités et développer également les capacités des acteurs locaux sur le leadership et le management de projets. Enfin, Doniba a été financé par la fondation Bill et Melinda Gates au niveau du siège, mais nous avons quand même fait des efforts vers le bureau Afrique de la fondation Bill et Melinda Gates. Et nous avons soumis un concept note pour accompagner les efforts de communication et de plaidoyer pour la diffusion de NIBA. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Je n'ai pas encore signé de contrat, mais je peux vous dire, sans risque de bouleverser un peu l'ordre des choses, que notre concept au Sénégal a été tiré comme le potentiel successful applicant. Et, actuellement, nous sommes en train de développer, de faire ce qu'ils appellent l'évaluation des capacités organisationnelles. Et nous avons commencé un exercice de co-création une semaine avant d'arriver ici. Et cette semaine encore, on est en train de faire cet exercice. On espère que si le processus aboutit, vers le mois de décembre, on pourra trouver des financements qui nous permettront d'ajouter au moins 3 régions médicales dans la politique d'intégration au niveau du Sénégal. Voilà où est-ce que nous en sommes, objectivement, et nous sommes en train de pousser les efforts. Mais je dois dire que ça, c'est des initiatives, parce que notre stratégie de mobilisation des ressources sera mise en œuvre à la 2e année. Et là, je voulais inviter les pays, parce que si nous voulons vendre le concept d'intégration, il est important que les pays pilotes puissent montrer que le modèle marche et qu'il permet d'atteindre des résultats. Donc c'est pourquoi nous attachons un intérêt particulier dans la documentation des performances des 4 pays pilotes. En termes de facilitation, ce qu'on a appris, c'est que quand nous avons fait l'appel à candidature, les pays devaient soumettre, mais on a pensé qu'il était utile de les regrouper pour faire un exercice d'orientation et d'écriture, ce que nous avons fait au Sénégal. Et vraiment, ça a permis de booster la procédure d'écriture des projets pays. Autrement, ça allait être des va-et-vient avec des corrections. Donc, nous avons fait un atelier résidentiel. Le secrétariat technique et Inspire ont quand même appuyé les pays en amont de leurs propositions. Et ils nous ont aidés à faire déjà la situation de base des différents indicateurs. Donc les pays sont venus avec pratiquement toute la situation de base par rapport aux indicateurs de l'intégration que nous avons vus ce matin. Et à la suite de l'atelier, nous avons fait de l'assistance technique au niveau des pays, essentiellement virtuelle, pour l'élaboration des livrables et la finalisation des projets. Et enfin, pour permettre une bonne gestion de ces fonds, nous avons fait une orientation en ligne des gestionnaires des pays pour les former et les orienter sur les différentes approches de subvention, comment ils doivent gérer l'argent pour qu'on n'ait pas de problème d'ordre administratif. Nous avons quand même des défis. Et bon, je pense que la région, nous connaissons tous le problème de sécurité qui se pose dans la région. Au-delà des pays de l'AES, même dans les autres pays, il y a beaucoup de tensions politiques liées à des transitions démocratiques, des fois heurtées. Et cela, vraiment, est quelque chose que nous devons prendre en compte. Sur le plan administratif, on a eu quelques défis quand même. Parmi les 4 pays, il y avait 2 qui avaient des comptes dédiés. Et il y avait 2, malheureusement, qui n'avaient pas de compte dédié. Leur compte était directement au niveau du Trésor.
mais avec la diligence du secrétariat technique, la volonté des autorités des ministères, nous avons pu régler ces situations et la plupart des pays aujourd'hui disposent d'un compte programme dédié au financement. La situation de base de certains indicateurs n'était pas disponible. Je pense que beaucoup de pays sont revenus sur ça. La plupart des pays utilisent le DHS2 et c'est seulement quand ils mettent l'intégration qu'ils configurent les indicateurs composites. Et comme les régions que les pays ont choisies sont des régions qui n'ont jamais été exposées à l'intégration, certains indicateurs composites, on n'a pas pu établir la situation de référence. Mais un des volets du financement que nous avons attribué, c'est rapidement de mettre en place les outils de gestion et de former le personnel pour qu'ils puissent documenter tous les indicateurs liés à l'intégration. Je pense que l'équipe du Sénégal est largement revenue sur ça. La grève de rétention, moi l'argent que je donne, c'est l'argent basé sur le financement. Ça veut dire que si on n'arrive pas à montrer que l'argent produit des résultats, ça va être difficile. Je pense que nous allons travailler en étroite collaboration avec l'équipe du Sénégal pour voir quelle approche on peut faire. On peut faire des évaluations sur un échantillon de structures de santé qui ont été exposées à l'intégration et pouvoir documenter un certain nombre d'indicateurs, peut-être pas de façon exhaustive, mais on pourra avoir au moins des indicateurs traceurs qui montrent les progrès que nous avons pu faire au Sénégal, en espérant que d'ici là, les politiciens vont régler le problème avec le syndicat. Alors, en termes de perspective, nous avions élaboré une feuille de route avec la CDP pour les financements. Nous avons également élaboré une feuille de route pour faire le suivi conjoint des 4 pays. Alors, même si Baobab ne vient pas vous voir, sachez que Inspire ou d'autres organisations du CDP pourront venir vous voir et je pense que nous allons faire les visites de suivi conjoint. Mais à la fin du premier trimestre, en principe, les pays pilotes devraient envoyer les rapports d'activité et de performance. Et sur cette base, on va orienter quelques visites de sites pour faire du DQA. Enfin, nous avons en perspective d'évaluer la phase pilote. Parce que nous allons réorienter la stratégie en fonction des leçons que nous aurons apprises de la mise en œuvre de la phase pilote et avant de lancer la deuxième phase de financement. Enfin, je voulais remercier la Fondation Bill et Melinda Gates pour leur confiance et le soutien dans la mise en œuvre de Deniba, suite au plaidoyer de la CDP. Donc, Baobab Institute, notre premier financement, c'était la Fondation Bill et Melinda Gates, donc c'est important. Ils nous ont fait confiance à un moment, peut-être où n'était pas très développé. Je remercie également le comité directeur de la communauté de practice, Inspire, et tous les membres pour le soutien technique et l'appui à la mise en œuvre du projet. À l'atelier que nous avons fait avec les pays, toutes les organisations Expand FP, FP 2030, UNFPA, la CDP, Inspire étaient avec nous. Donc c'était un travail vraiment d'équipe que nous avons fait. Et pour terminer, vous me permettrez de faire un petit plaidoyer pour qu'on puisse soutenir le fonds Deniba. Deniba, c'est un fonds catalytique qui est censé appuyer les pays dans la mise en œuvre. On n'est pas là pour financer des équipements, mais s'il y a des gaps critiques qui empêchent aux pays d'atteindre la performance, Deniba veut les financer. Mais cela, on ne pourra pas le faire si on n'a pas vraiment de ressources. Et on espère que ce fonds catalytique qui a été mis en place par la Fondation Bill et Melinda Gates, que d'autres partenaires vont nous rejoindre. Si des partenaires sont intéressés, je peux vous confier qu'à Baobab Institute, nous nous engageons à minimiser les coûts administratifs. Nous nous engageons à mettre le maximum de financement dans les projets pays, parce que c'est notre vision. Et enfin, nous nous engageons à vous assurer que le financement sera géré de la manière la plus transparente et de la manière la plus performante. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Dr Babagay Gaye, vous pouvez venir. Avant que j'invite les autres membres du panel, asseyez-vous. Je vais demander à la partie technique de passer la vidéo qui va vous donner une idée de 2 tables rondes qui ont été faites au Mali et au Niger, juste pour que vous puissiez vous familiariser avec le processus et ce qui s'est passé il y a quelques mois. Donc, partie technique vidéo.
Table ronde de mobilisation des ressources techniques et financières au niveau de 4 pays pour soutenir les plans nationaux de passage à grande échelle de l'intégration des services PFPP, planification familiale du postpartum, la SMNI, soins maternels, néonatal et infantiles et la nutrition. La communauté de pratique régionale est une plateforme travaillant en synergie d'action et en complémentarité pour accompagner des pays de l'Afrique francophone pour construire un avenir qui offre un accès aux soins de santé primaires essentiels nécessaires pour vivre dans un environnement sain et sécurisé grâce à une intégration réussie de la PFPP, la SRMNI et la nutrition. Avec l'appui de la communauté de pratique au pays pour un passage à grande échelle et le financement du FPI 2030, 4 tables rondes ont été organisées sous le leadership des ministères de santé au Sénégal, au Burkina, au Mali et au Niger. Le point fort de ces tables rondes a été l'engagement historique des États et des PTF à accompagner cette stratégie d'intégration pour sa vraie mise en œuvre dans les régions et districts sanitaires au niveau national. La table ronde au Mali. Sous l'égide de Madame le ministre de la Santé et du Développement social du Mali, le 9 mai 2024 à Bamako, en présence de plusieurs partenaires techniques et financiers, les sociétés savantes, le secteur privé malien, les représentants des médias. Cette rencontre de haut niveau a permis de mettre un accent particulier sur l'intégration des services PFPP, SRMNI, nutrition. J'invite tous les partenaires techniques et financiers à s'engager auprès du département et à inscrire leur financement en cours dans la mise en œuvre de l'intégration des services PFPP, SMNI, nutrition. Et j'invite l'ensemble des partenaires ici présents à la signature de la charte d'engagement. Ainsi, après l'expérience réussie et les résultats probants issus de la phase pilote réalisée dans le district sanitaire de Kenyeba, le plan de mise à grande échelle a été élaboré. Un appel a été lancé à tous les PTF d'accompagner la mise en œuvre de ce plan page et cela a été marqué par la signature de la charte d'engagement pour le passage à grande échelle. Table ronde au Niger. La communauté de pratique régionale soutient le leadership des pays à accélérer le passage à l'échelle. Le plan page est un réel défi qui nécessite un engagement fort et le soutien de tous les acteurs et parties prenantes à travers des financements durables. C'est dans ce contexte que s'est tenue le 15 juillet 2024 la table ronde de Niamey. Je voudrais réaffirmer ici toute la volonté des autorités de notre pays. Au premier chef, son Excellence le général de brigade Abdrahmane Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, à investir dans tous les secteurs sociaux et à soutenir toutes les initiatives de réduction de la mortalité et morbidité maternelle, néonatale, infantile, des adolescents et jeunes. Il a ensuite encouragé les PTF à accompagner le gouvernement à l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes et la réalisation de couverture santé universelle. À l'endroit de la communauté de pratique, il a salué leur accompagnement et exhorté l'ensemble des partenaires présents à la signature et à l'appropriation de la charte d'engagement. La communauté des pratiques et tous les acteurs à tous les niveaux de la chaîne font des efforts hautement appréciés chaque jour dans la mise en œuvre du plan page. L'implication des autorités des différents pays au haut niveau et de toutes les parties prenantes de l'intégration des services PFPP SMNI NUT dans les pays n'est plus à démontrer. La signature de la charte d'engagement sonne comme un appel à l'unisson. Nous pouvons dire avec force que le train de l'approche zéro occasion manquée est véritablement en bonne marche. La charte d'engagement. Notons que les engagements sont différents d'un pays à l'autre selon les contextes et enjeux. Parcourons ensemble la charte d'engagement du Mali. Contribuer au développement de la culture de l'intégration des services PFPP SMNI Nutrition, notamment par la vulgarisation et la large diffusion du plan de passage à échelle de cette intégration. Assurer l'offre de services intégrés de qualité adaptée aux besoins des populations. Insérer l'intégration des services PFPP SMNI Nutrition dans les programmes de formation initiale et continue à tous les niveaux. Favoriser une meilleure coordination entre tous les intervenants en intégration des services PFPP SMNI Nutrition. Appuyer le ministère de la Santé et du Développement social dans la mise en œuvre effective du plan page national. Apporter les ajustements nécessaires pour s'assurer que l'intégration des services PFPP SMNI Nutrition réponde aux besoins de la population malienne, surtout celles vivant dans les zones humanitaires.
s'assurer d'ici fin 2027 de la mobilisation des ressources domestiques, État, secteur privé et collectivités, afin d'accroître le financement de l'intégration des services PFPP et SMNI Nutrition, former un plus grand nombre de personnels de santé sur les modules d'intégration des services PFPP SMNI Nutrition, jouer un rôle déterminant pour le financement du plan de passage à grande échelle de l'intégration des services PFPP SMNI Nutrition afin de lutter efficacement contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. L'implication des autorités nationales au haut niveau et de toutes les parties prenantes dans une synergie d'action autour de l'intégration des services PFPP SMNI NUT dans les pays n'est plus à démontrer pour l'accélération des progrès souhaités pour la santé de la mère et de l'enfant et la couverture sanitaire universelle. Les autres pays de la région sont dans la perspective de l'organisation de leur table ronde autour des plans pages et invitent les partenaires à se préparer pour soutenir l'intégration à travers une mobilisation et une contribution conséquente des ressources pour la matérialisation de cette vision dans les pays. Alors, j'invite Dr Ben Moulay, directeur général de la Direction générale de la santé et de la reproduction du Mali, à nous joindre. Ensuite, Dr Issoufa Arou, du Niger, directeur général de la population de la santé et de la reproduction. Awa Diaye, qui est aussi chef de la division de la planification familiale pour le Sénégal. Et Valérie Zombré, de la DSF Burkina. Elle est là? Elle a une rampe, ok. Alors, je crois qu'on aura maximum 3 à 5 minutes, donc maximum 5 minutes pour chaque intervenant. On va juste faire un tour pour chaque panéliste. Et ensuite, si on a un peu de temps, on va ouvrir pour qu'il y ait des questions de l'audience pour vous. Donc, je vais... On attend notre collègue du Burkina. Oui, bienvenue. On va commencer avec Deniba. Merci pour la présentation et toutes les informations. Je voulais savoir si vous avez une idée des besoins. C'est-à-dire que vous avez commencé à mobiliser les ressources. Est-ce que vous pensez que les besoins, c'est des milliards, c'est des millions? Quel est le niveau des besoins que vous voyez? Je n'ai pas fini. Hein? Ensuite, est-ce qu'il y a des partenaires qui se sont annoncés? Vous avez parlé de certains partenaires que vous avez rencontrés. Et puis, est-ce que déjà vous voyez des synergies ou déjà vous voyez des approches que vous pensez, juste avec votre expérience, qui vont marcher? Parce que malheureusement, on n'aura pas le temps d'aller en profondeur. Allez-y. Oui, merci beaucoup. Quelle est la situation des besoins? C'est une grande question. Je pense que les pays ont annoncé, pour la plupart, dans leur présentation, beaucoup de milliards. Ma compréhension est que ces milliards, c'est l'essentiel, le plan d'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. En tout cas, nous, notre vision de l'intégration, c'est plutôt les fonds catalytiques qui doivent financer les gaps de performance. Il peut arriver que dans des régions, que les infirmiers ne soient pas formés sur l'intégration, que les agents de santé n'aient pas le petit équipement pour insérer des implants, ou qu'il y ait des gaps dans l'organisation des services. Nous, c'est ce type de financement que nous mettons en œuvre. Et je pense que dans la phase pilote de Inspire, il y avait des éléments budgétaires qui montraient quand même qu'avec 90 000 $, on pouvait faire beaucoup de choses dans l'intégration. Mais comme vous m'avez lancé la balle, je vais continuer dans ma réflexion. Je vois deux dimensions dans l'intégration. L'intégration verticale,
C'est-à-dire qu'on vient dans une région, on forme le pool de formateurs, on met les équipements, on fait tout, on change les registres. Ça, c'est sûr que si nous nous limitons seulement à ça, on va prendre beaucoup d'années. Je pense qu'il faut forcément travailler au niveau de l'intégration transversale, qui consiste à travailler sur les documents politiques du pays. S'assurer que l'intégration fait partie des politiques, normes et protocoles. S'assurer que toutes les régions médicales, même s'ils n'ont pas de financement, puissent avoir accès aux indicateurs composites. Je pense que ce type d'intégration, c'est la même chose pour les écoles de formation. S'assurer que les personnels qui sortent sont déjà formés avec le curriculum d'intégration. Ce qui fait qu'une fois qu'ils sont dans un district et que le système d'information est là, rien n'empêcherait en tout cas qu'ils offrent les services d'intégration. Je pense qu'il faut travailler sur ces deux dimensions pour s'assurer qu'on avance rapidement dans l'intégration. Maintenant, par rapport au partenariat, oui, je pense que l'intégration, c'est quelque chose que tout le monde veut appuyer. Le grand défi maintenant, je donne juste l'exemple du Sénégal. Je sais qu'il y a beaucoup de composantes bilatérales du programme Santé USAID qui aujourd'hui interviennent dans plusieurs régions et allouent des financements directs aux régions médicales. Je pense que si au niveau de la DCMO, au niveau du GTT, il y a cette coordination pour dire, écoutez, voilà, dans vos régions, on aimerait que tel aspect soit pris en compte. Je pense que des pays pourront atteindre 100% d'intégration assez rapidement. Évidemment, on va continuer les efforts de mobilisation de ressources. Nous avons déjà rencontré Expand FP, où nous avons la Côte d'Ivoire comme zone d'intervention et on s'était engagé à se retrouver une fois qu'ils auraient développé leur plan d'action pour développer la synergie entre les différents partenaires. Je pense qu'avec une bonne coordination, la synergie entre les intervenants existants, je pense qu'avec des petits efforts de mobilisation de fonds additionnels, la plupart des pays devraient être capables d'atteindre l'échelle pour l'intégration. Merci beaucoup. Merci. Je vais commencer avec le Sénégal et ça va être la même question pour les 4 pays qui sont représentés ici. Maintenant que vous avez fait la table ronde, quel est le mécanisme de suivi que vous avez mis en place pour vous assurer que les engagements qui ont été pris sont effectifs? Et quels sont les défis que vous avez rencontrés et quels sont les facteurs de réussite que vous voyez, que vous pouvez partager avec les autres pays qui sont dans cette salle pour qu'à leur tour, ils puissent bénéficier de votre expérience? Donc, docteur Sénégal, oui. La première question, c'est quel mécanisme de suivi vous avez mis en place pour suivre les engagements qui sont sortis de la table ronde? Comment vous faites un suivi de ça? Est-ce que vous parlez aux partenaires, aux différents bailleurs? Comment ça se passe pour le suivi des engagements qui ont été pris, pour vous assurer que ce qui a été dit est en train d'être fait? Okay. Donc, merci Président par rapport à la question. Maintenant, par rapport aux mécanismes de suivi qui ont été mis en place pour le suivi des engagements, déjà il y a un partenaire local qui fait un suivi et avec qui nous travaillons en étroite collaboration, mais aussi il y a des réunions de comités techniques de planification familiale aussi pour faire le suivi des engagements, pour faire un suivi aussi de ces engagements. Donc c'est la collaboration avec les partenaires locaux sur le suivi, mais aussi l'organisation de comités techniques où les différentes parties prenantes sont invitées pour échanger par rapport à l'état d'avancement des différents engagements. Et quels sont les facteurs de réussite? Qu'est-ce que vous pensez peut être fait par les autres pays si vraiment ils veulent réussir dans ce processus? Qu'est-ce que vous avez appris qui peut être partagé pour que les autres pays ne recréent pas la roue? Donc, les facteurs de réussite, c'est déjà l'engagement des politiques. Par exemple, l'intégration est bien prise en compte dans le plan d'action national budgétisé de la planification familiale, dont le troisième document est en phase de validation politique. Donc, la validation institutionnelle est prévue pour la fin de ce mois-là et l'intégration de l'offre de services est bien prise en compte dans ce document-là
Et aussi, il y a un engagement des autorités qui ont fait de la santé de la mère et de l'enfant une priorité. Il y a aussi les financements basés sur les résultats, donc qui font que les prestataires, les infirmiers, les sages-femmes vont offrir une meilleure qualité de service, ce qui va encourager aussi les financements. Il y a aussi la délégation des tâches qui fait que le service est beaucoup plus rapproché au niveau de la communauté et cette délégation de tâches fait intervenir les acteurs communautaires. Voilà, donc il y a aussi les plaidoyers qui sont faits auprès des partenaires, mais aussi des différentes organisations pour les sensibiliser par rapport à l'importance de cette stratégie-là et qui nous ont permis de faire la formation des prestataires, mais aussi qui nous ont appuyés pour l'achat de médicaments, parce que sans médicaments, comme on dit, il n'y aura pas de programme. Donc, ce qui permet la disponibilité des produits. Voilà, merci. Merci. Même question pour le Niger. Qu'est-ce que vous avez fait depuis la table ronde pour assurer le suivi des engagements qui ont été pris et quels sont les facteurs de succès ou les suggestions et recommandations à partir des leçons apprises? Merci, docteur. C'est un honneur et un plaisir de partager avec l'assistance ce que nous avons pu faire après la table ronde pour le suivi des engagements. Ce n'est pas pour rien que j'ai dit s'engager, c'est une chose, mais satisfaire à ces engagements est une autre chose. Et pour arriver à cette fin, il faut maintenir le fil de contact entre celui qui s'engage et celui qui reçoit, qui est appelé à mettre en œuvre l'initiative. Ceci dit, après la table ronde, il faut le dire, en amont, nous avons déjà une équipe opérationnelle qui est chargée de suivre cette question. Donc, aussitôt après, nous avons, avec l'USAID, par exemple, fait déjà une réunion bilatérale où l'USAID a invité tous les projets sous financement USAID dans le secteur de santé. En amont, déjà, nous avons travaillé avec eux, ces projets différemment, mais l'USAID a voulu fédérer tous ces projets ensemble pour parler d'une seule voix par rapport à cette initiative qui est vraiment porteur des résultats encourageants pour aider à sauver des vies des mères et des filles. Donc c'est un peu ça que, comme ça, nous avons procédé pour maintenir le contact. C'est extrêmement important de maintenir le contact et un suivi de rapproché. Et peut-être les facteurs de succès, c'est vrai, c'est déjà dans la préparation de la table ronde en réalité. Puisque il faut avoir, elle a si bien dit, il faut avoir l'engagement des autorités, des plus hautes autorités. Et cela s'entend qu'il y a même une note conceptuelle qui décrit la plus-value de l'initiative. Et pour cela, nous avons déjà l'étude qui a été faite par l'IRSS qui donne des résultats, c'est des évidences. Et nous avons approché justement ces autorités pour les persuader de bien fondés. Étant entendu, déjà au préalable, les autorités savent que nos résultats sont vraiment en deçà des attentes. Et s'il y a une initiative qui peut apporter un plus, les autorités vont certainement le prendre, surtout que de toutes les façons, c'est un engagement formel des plus hautes autorités. Après la sécurité, c'est la santé, c'est la gouvernance. Donc ça nous a facilité et ça facilite beaucoup. C'est pour ça que vous avez vu dans la table ronde. Dans l'élément, ce n'est pas sorti, mais le directeur de cabinet du Premier ministre était sorti pour dire que c'est quand même une question transversale et il faut voir des côtés des autres ministères même qui ont des déterminants dans la santé maternelle et néonatale pour qu'ils puissent aussi dégager des budgets qui peuvent aider à contribuer en tout cas à la mise en œuvre de cette initiative. L'autre chose aussi comme facteur de succès, c'est important. Tout à l'heure, on a parlé des données de qualité. Et effectivement, c'est un défi. C'est pourquoi nous avons, dès le début du processus, essayé d'avoir un expert en gestion des données. Il a accompagné le processus et c'est ce qui a facilité d'ailleurs
le paramétrage dans la plateforme DHIS2. Et il y a un suivi qui est fait avec cet expert-là pour essayer d'aider les prestataires sur le terrain à mieux comprendre vraiment les enjeux et les contours de tous les indicateurs composites et comment les renseigner, comment les mettre en œuvre. Voilà un peu ce que je peux dire comme facteur de succès. Merci. Merci. Je vais poser la même question. Il y a un défi quand même. Vous avez parlé de défi. Un dernier défi. Allez-y. Voilà, merci. Oui, rapidement, parce que c'est vrai qu'il y a des défis quand même autour de cette question. Oui. Parce que souvent, nous n'avons pas le même cycle de planification avec les partenaires. Donc, ça fait que nous avons vraiment un cycle de planification et nous prenons en compte toutes les activités ou toutes les interventions prioritaires. Et ça, en fonction justement de la disponibilité des ressources. Il se trouve qu'en ce moment, les partenaires, certains ne sont pas dans leur cycle de planification. C'est après que ça vient. Et du coup, c'est un peu difficile d'avoir un plan unique comme c'est ressorti quelque part, un plan unique de suivi, évaluation, un rapport, etc. C'est important de les notifier. Merci. Merci. Mali, votre expérience sur le processus et ce que vous faites depuis la table ronde pour assurer le suivi des engagements. Merci beaucoup. Depuis la table ronde, il fallait vraiment suivre avec les réunions du GTT l'engagement, le niveau d'engagement des différents partenaires. Il fallait aussi, au cours des réunions des groupes thématiques SR, aussi rappeler effectivement les engagements et les groupes multisectoriels de planification familiale, qui sont des outils assez importants pour nous de suivi régulier des engagements. Et il y a aussi une lettre de rappel des engagements qu'on a initiée pour rappeler aux différents partenaires l'engagement qui a été signé. Et il faut aussi dire que nous sommes en train de rappeler au cours de la planification pour 2025, au cours de la planification des différents partenaires, cette priorité qui est comme l'intégration des services, qui est une priorité du gouvernement du Mali. Et voilà. Donc ça, c'est des outils qu'on utilise pour vraiment faire ce rappel régulier et au cours en fait, des partenaires par rapport à leur engagement. En termes de facteurs de réussite, le premier facteur de réussite de la table ronde, c'est l'engagement formel du gouvernement à travers le ministre de la Santé et du Développement social et qui engage directement aussi les partenaires. Parce que la signature de la charte, qui est vraiment un outil assez important, cette charte-là revient toujours dès qu'on envoie une lettre et on envoie aussi la copie de la charte qui a été signée par les différents partenaires pour leur dire que vous avez signé cette charte et vous devez aussi respecter effectivement le contenu de la charte. L'accent sur l'investissement local, ce qui est vraiment un facteur de réussite. On met l'accent pour dire aux gens, pour dire aux différents partenaires que ce n'est pas parfois des financements additionnels que nous cherchons. Nous cherchons toujours la réorientation et la réorganisation de leur financement au niveau local. Parce que quand vous voyez les chiffres faramineux, c'est des chiffres qui sont en général liés à la réorganisation des services au niveau local, à la supervision, et à l'équipement, l'investissement primaire que les gens doivent faire en termes d'équipement, qui se fait déjà par les partenaires et qui ne ressort pas en termes d'investissement. Donc c'est là où effectivement il faut mettre l'accent pour dire que la réorganisation des services qui doit être opérée au niveau local, c'est ce qui peut être vraiment aussi capitalisé. Parce que dès qu'ils prennent ça en charge, ils financent déjà les supervisions, ils achètent déjà des équipements. Donc, mettons l'accent sur cet investissement local. Donc, la gratuité d'une partie du paiement, du paquet minimum d'activité au niveau des services de santé. Et qui, dans tous nos pays, nous avons soit la totalité du paquet ou une partie du paquet est quand même gratuite. Donc, ça aussi, c'est une grande opportunité et qui peut faciliter l'intégration des services. Donc, nous avons aussi effectivement dans nos différents pays la mise en place, la mise en œuvre du financement basé sur les résultats, qui est une grande opportunité d'achat des indicateurs composites.
Donc, nous, au Mali aussi, on a mis l'accent, effectivement, avec le nouveau projet de la Banque mondiale ARIS, et sur, effectivement, l'achat de ces indicateurs composites au niveau local. Donc, pour dire tout simplement que c'est des opportunités et des facteurs de réussite qui peuvent vraiment aider à réussir l'intégration. Mais un des plus grands facteurs de réussite, c'est aussi, il faut avoir une bonne cartographie des intervenants et des partenaires et des financements. Si au niveau déjà central, on n'a pas vraiment une bonne cartographie des financements, une bonne cartographie des intervenants et des interventions, et difficilement on peut réorganiser les services en mettant chaque partenaire devant ses responsabilités dans les zones d'intervention. Donc, mais il reste quand même des grands défis, des défis assez importants dans le cadre de la mobilisation des ressources en cours d'année. En cours d'année, vous savez, tous les partenaires te disent « Non, nous, on a déjà planifié année -1 et nous sommes vraiment dans l'exécution de notre planification et difficilement on peut réorienter nos ressources effectivement pour supporter l'intégration. » Donc, c'est là où je disais en amont qu'il faut leur montrer que ce n'est pas un financement additionnel, mais c'est tenant compte des financements existants qu'il faut aller. Mais jusqu'ici, il y a des partenaires qui n'ont pas compris qu'effectivement, ils sont en train de financer l'intégration. Il faut tout simplement valoriser ce qu'ils font. Donc, l'actualisation de la cartographie est un défi aussi pour tous les pays. Il faut actualiser régulièrement la cartographie et il faut continuer à mobiliser les bailleurs. Quand je parle de bailleurs, je parle vraiment des grands bailleurs, des grands contributeurs dans les pays, l'USAID, je parle de Pays-Bas, je parle de Bill et Melinda Gates, je parle de tous ceux qui mettent leurs ressources effectivement à la disposition des organisations internationales. Il faut continuer à les mobiliser pour qu'ils puissent être sensibles à l'intégration et qu'ils puissent aussi donner vraiment les orientations nécessaires à toutes les organisations de mise en œuvre de leur financement. Merci. Merci. Burkina. Mécanisme de suivi et puis quelques suggestions. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. Okay. En ce qui concerne le Burkina, pour le suivi, il est mis en place un groupe technique de travail qui tient des cadres réguliers de concertation pour discuter par rapport à l'avancée de la mise en œuvre de ces différentes activités. Et dans ce groupe technique de travail, les partenaires techniques et financiers font partie de ce groupe de travail. Et donc, ils font ensemble le point, ils relèvent les défis, les succès, et ils envisagent les prochaines étapes, comment faire pour que les choses marchent mieux. Donc, voilà un peu ce qui est mis en place. Et un compte-rendu est fait régulièrement aussi à la hiérarchie, voilà, pour qu'elle soit informée de ce qui se passe et donne aussi des orientations pour les différents réajustements si nécessaire. Bon, en ce qui concerne les facteurs de réussite, bon, je pense qu'un des premiers facteurs de réussite, c'est d'abord l'engagement politique. Parce qu'il y a quand même un fort engagement de nos autorités sur le plan politique pour améliorer la santé maternelle, réduire la mortalité maternelle, améliorer la santé infantile. Et il y a aussi le fait que, avant de mettre en œuvre l'intégration, il y a eu d'abord cette phase pilote avec l'appui de Intra-Health que nous avons pu mettre en œuvre, ce qui nous a permis de voir comment est-ce que les facteurs de succès et de tirer des leçons. Et c'est ça qui nous a permis, au regard des résultats de cette évaluation, d'élaborer un plan de passage à l'échelle sur 5 ans pour couvrir l'ensemble des districts sanitaires du pays. Et comme aussi facteur de réussite, il y a aussi le plaidoyer, parce qu'il y a un plaidoyer aussi qui est engagé avec les partenaires pour un accompagnement pour pouvoir mettre en œuvre ce plan de passage à l'échelle. Et il faut savoir aussi qu'au niveau du Burkina, nous sommes aussi dans le processus de la mise en œuvre d'une stratégie qu'on appelle un plan, un budget, un rapport. Cela va nous permettre vraiment de capitaliser l'ensemble des interventions des différents partenaires et de pouvoir orienter des actions en fonction des priorités du pays. Et donc, comme défi,
Et je pense que, bon, chez nous, c'est vraiment la mise en œuvre de la stratégie dans les zones à défi sécuritaire. Et nous pensons que pour ce faire aussi, il y a un certain nombre de stratégies que nous avons pu développer et dont j'en ai parlé quand je faisais le premier panel, parce qu'on développe un peu des postes de santé avancés. On utilise plus les agents de santé communautaires. Il y a aussi la formation des accoucheuses villageoises pour pouvoir réaliser des accouchements hygiéniques, etc. Et ça, c'est pour vraiment pouvoir couvrir ces zones à défi sécuritaire. Bon, il y a aussi un autre défi qui est la mobilisation des ressources pour couvrir l'ensemble des districts. Parce qu'actuellement, nous sommes à un taux de couverture qui n'est pas du tout élevé, alors que nous voulons couvrir l'ensemble des 70 districts que compte le pays. Donc ça aussi, c'est un défi. Et nous pensons pouvoir le relever à travers une meilleure coordination avec les différents partenaires et vraiment un plaidoyer à un haut niveau pour que les partenaires puissent accompagner. Voilà, Monsieur le Président, ce que je peux dire sur l'expérience du Burkina. Merci. Merci aux panélistes. Je vais demander au maître de cérémonie, il est là, oui. Est-ce qu'on a un moment pour... Oui, vous allez donc organiser une liste pour que l'audience puisse poser des questions aux panélistes. Merci beaucoup, Monsieur le Président de session. Donc, nous allons prendre 5, si vous acceptez, 5 questions. Donc, la liste est ouverte. Oui. Le nom, s'il vous plaît. D'accord, Monsieur Jean-Luc. Autre intervention. Professeur Blamy. Oui. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Oui, oui, vous pouvez aller à 2 questions et on prendra le maximum de personnes également qui souhaitent intervenir. Oui. D'accord. Docteur Christelle. Professeur... Aidez-moi avec le nom. Oui, allez-y. Docteur Berry, RDC. Docteur Berry. Oui, RDC. Est-ce qu'il y a d'autres oui, Zakari. Pardon? Monsieur Zakari. Monsieur Zakari. Ok. Oui. Dites juste votre nom dans le micro, c'est plus facile. Zan Konaré. Pardon? Konaré Zan. Zan Konaré. D'accord, Monsieur Konaré. Très bien. Donc, on va y aller. Donc, j'ai Monsieur Jean-Luc, professeur Blamy, docteur Christelle, professeur Traoré, docteur Berry, monsieur Zakari, monsieur Konaré. On y va avec monsieur Jean-Luc. Oui, merci beaucoup. Je remercie les collègues pour le partage d'expérience sur le financement catalytique. Ma question s'adresse plus particulièrement aux collègues représentants de l'Institut de Baobab Institut qui a fait la présentation. Pour les 4 pays que vous avez financés, le montant de financement est le même, malgré les spécificités de chaque pays. Et donc, quels sont les critères d'attribution de ces fonds? Et surtout pour les autres pays, nous qui sommes de l'Afrique centrale, est-ce qu'il y a des conditions ou des critères remplis pour bénéficier de ce type de financement? Merci. Professeur Blamy. OK, félicitations aux 4 pays qui ont fait déjà la table ronde. J'ai eu la chance de représenter la communauté de pratique à la table ronde du Niger. Et comme l'a dit le docteur Harou, il y avait le conseiller technique du Premier ministre du Niger qui était à la table ronde. Et il a dit que le Niger envisage une approche multisectorielle.
pour prendre en charge les questions de planification familiale. Une chose que j'ai toujours pensé serait utile dans nos pays. Et récemment, j'ai appris que Madagascar a un plan pour impliquer un certain nombre de ministères dans la planification familiale, au-delà de la santé. Je voudrais poser la question à nos amis de Madagascar. Est-ce qu'ils peuvent nous en dire un peu plus sur cette approche qu'on a toujours prônée, mais que bon, j'ai l'impression que les ministères de la Santé sont jaloux de leurs privilèges. Ils ne veulent pas laisser les autres ministères, comme le ministère de la Femme, le ministère de l'Éducation, même le ministère de l'Agriculture, venir dans la planification familiale. Merci. Merci, professeur. Docteur Christelle. Oui, merci. Je tiens également à remercier les panélistes pour leur partage d'expérience. Alors, ma question va à l'endroit du représentant de Benin. Tout à l'heure, dans sa présentation des facteurs de réussite, il avait parlé de la mise en œuvre de certaines stratégies. Alors, j'aimerais savoir s'il peut nous expliquer un peu clairement les stratégies qu'ils ont mis en place. Parce que tout à l'heure, il a parlé des postes de santé avancés avec l'utilisation des agents de santé communautaires. Alors, quels sont les paquets que vous avez confiés à ces agents de santé communautaire pour la réussite de ce processus-là? Et aussi, pouvez également nous partager pour nous qui sommes en train de mettre en place ce passage à échelle. Nous sommes, on peut dire, en phase pilote déjà. Vous avez déjà commencé. Est-ce que vous pouvez, avec votre expérience, nous dire clairement ou plus précisément les stratégies que vous avez mises en place pour parler des facteurs de réussite? Merci. Docteur Christelle, vous avez parlé du Bénin, ça a embrouillé un peu la salle. Non, du Bénin. Bénin, oui. Bénin? Oui, oui. Bénin, je m'adresse au Bénin. Non. Ah, c'est Burkina alors, je m'excuse. Ouais, c'est bien ça. D'accord, merci. D'accord. Donc, si on s'entend bien, c'est qu'on peut avancer. Parce que la salle était un peu embrouillée tout à l'heure. Professeur Traoré. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. J'ai une question, enfin disons deux. Et j'ai eu la chance, comme le professeur Blamy, de participer à la table ronde au Burkina et au Mali. Je sais qu'il y a eu beaucoup de promesses qui avaient été faites. Au-delà des promesses, et j'avais posé la même question au Mali, on parle souvent de partenaires pour des activités qui concernent nos populations. En dehors de l'invitation des partenaires pour accompagner l'État, en dehors de la facilitation que l'État met en place pour que les interventions d'où qu'elles viennent se passent dans les meilleures conditions, quelle est la part de l'État, la part effective de l'État pour que l'intégration se fasse, c'est-à-dire en termes de budget de l'État? Même si on n'a pas de chiffres, au moins qu'on ait une idée de comment est-ce que les choses se passent. Parce que je pense qu'à un certain moment, le partenaire pourra se retirer et il faut penser à la pérennité de cette intégration. La deuxième question, j'ai entendu dire par mon directeur, Dr Ben, qu'il y a eu une formation des formateurs par rapport au module. Je veux savoir quel est le contenu, parce que pour moi, c'est juste une réorganisation des services. Les services sont en place, les prestataires sont en place. C'est quelle formation spécifique on doit faire pour intégrer? C'est vraiment une question que je me pose. Merci beaucoup. Merci, professeur. Docteur Berry. Merci pour la parole. Je félicite les panélistes pour ce beau partage. Alors, la première préoccupation était déjà balayée en ce qui concerne le même montant pour les 4 pays, c'était déjà balayé. Alors, la deuxième, c'était en ce qui s'est adressé au Burkina Faso.
Burkina Faso. S'il vous plaît, docteur, oui. Vous pouvez vous éloigner légèrement du micro. D'accord, merci beaucoup. La deuxième, c'est concernant le Burkina Faso. Lorsqu'ils ont parlé de la formation des sages-femmes villageoises pour les accouchements hygiéniques. Je crois que si j'ai bien compris, c'est hygiénique. Je voulais comprendre, c'est quelle approche accouchement hygiénique, je crois. Et bon, c'est une belle observation quand on insiste sur la formation des sages-femmes villageoises. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Zakari. Ok, merci et félicitations aux panélistes. Moi, je rappelle, c'est Zakari Amadou, directeur de la santé communautaire au Niger. Vraiment, je pense qu'il faut qu'on évite de faire de cette intégration une autre activité qui va encore demander plus de ressources qu'on ne pourra les obtenir. Depuis Alma Ata, 46 ans déjà, on a dit qu'il faut intégrer. Et la preuve, on a changé la dénomination. Par exemple, au Niger, c'était des circonscriptions médicales. On les a appelées maintenant districts sanitaires avec des centres de santé intégrés. Ça veut dire, le nom même du centre dit que les services sont intégrés. Maintenant, il faudrait repositionner et recadrer et recentrer chacun dans son rôle. Que les prestataires au niveau des cases de santé, au niveau des centres de santé intégrés, au niveau des hôpitaux des districts, sachent que la planification familiale fait partie du paquet d'activités à prester. Et les gouvernements payent tout le monde à cause de ça. Donc chacun doit faire son travail. L'intégration, nous devrons faire en sorte que les supervisions intégrées puissent veiller à ça. C'est de mettre l'accent sur la supervision intégrée. Chaque équipe qui part, que ce soit du niveau central, du niveau régional, du niveau district, doit s'assurer que les activités de la planification familiale sont en train d'être exécutées conformément au paquet d'activités des centres de santé. Nous, au Niger, même au niveau des relais communautaires, le paquet est intégré. La PF est intégrée. Les relais communautaires, au cours de 2023, par exemple, ils ont orienté près de 200 000 femmes pour recevoir la planification familiale, pour l'enrôlement. Et eux-mêmes ont eu à renouveler les ordonnances à plus de 50 000 femmes. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, il faudrait qu'on ait... Parce que j'entends trop parler, les gens parlent trop de ressources. Non, ce n'est pas des ressources financières supplémentaires. C'est de replacer chacun dans son rôle. Que les responsables à tous les niveaux puissent sanctionner l'agent qui refuse d'intégrer. C'est ça la réalité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et enfin, M. Kounari. Bien, merci beaucoup, M. le Président. Je voudrais très sincèrement féliciter tous les panélistes et les modérateurs. J'ai juste une préoccupation d'ordre général à l'ensemble des panélistes par rapport à l'organisation de ces différentes tables rondes. Est-ce qu'il est pris en compte le financement domestique? Parce que c'est vrai, il faut faire appel exactement aux partenaires, mais nous devons aussi prioriser, sinon mettre à l'avant-garde exactement la mobilisation à l'interne. Est-ce que cette mobilisation financière à l'interne est prévue comme résultat de vos tables rondes? Merci. Merci beaucoup. Monsieur le Président de session, c'est à vous. Ok. Je crois qu'on commence avec la première question et on monte. C'était pour Deniba. Et... Merci. Je pense que Deniba a plusieurs questions, mais qui se résument à deux. C'est essentiellement pourquoi le même montant pour les 4 pays. Et le deuxième, c'est quelle vision pour les pays de l'Afrique centrale. Je pense que c'est les deux questions. Il y a la question du financement domestique aussi, sur laquelle je parle. Si j'avais mis des montants différents, je suis sûr que j'aurais eu la question pourquoi pas le même montant. C'est toujours comme ça en matière de financement. Quand nous avons commencé, il y avait chaque pays qui avait ses objectifs. Il y en a qui voulaient couvrir 47 districts, il y en a qui voulaient couvrir 20 districts. La situation de base est la même dans tous les pays. On a fait l'intégration dans des régions pilotes, tout le reste, il n'y a rien. Donc, dans une logique vraiment d'équité,
on a nous-mêmes décidé qu'on va faire le même niveau pour permettre à chaque pays de progresser de la même façon. Et nous avons négocié les livrables pour que ça soit plus ou moins harmonisé. Ça nous permettra aussi dans le suivi de pouvoir comparer les différents pays. Mais la seule limite que nous avons, c'est l'argent. Malheureusement, l'argent que nous avons n'est pas élastique. On aurait pu aider les pays à aller à l'échelle tout de suite, mais le montant ne le permettait pas. C'est la seule raison. Pour le financement domestique, c'est extrêmement important pour nous. Dans les contrats que nous avons signés, la contrepartie, c'est que les pays doivent mobiliser des ressources domestiques. Ça fait partie d'un des critères de performance que nous allons suivre. S'ils ne peuvent pas mobiliser en finance monétaire, ils doivent faire des contributions en nature. S'ils ne peuvent pas faire des contributions en nature, ils doivent faire des réformes politiques consolidantes pour l'intégration. Les pays de l'Afrique centrale, bon, en tout cas, Baobab Institute couvre les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ça, c'est la bonne information. Mais vraiment, ce fonds de Niba a été mis en place dans le premier temps pour couvrir les 9 pays du partenariat de Ouagadougou. Mais l'objectif de Deniba, c'est pas tant le financement, mais c'est d'apprendre de l'expérience pilote pour voir qu'est-ce qui marche dans ce type de financement catalytique, quels sont les défis. Et une fois qu'on apprend maintenant, on pourra mettre à l'échelle. Il est clair que dans le projet de Deniba actuel, ce sera probablement, on va rester dans les 9 pays francophones, mais à l'avenir, si on mobilise d'autres ressources, rien ne nous empêche d'aller vers les pays de l'Afrique centrale. Je disais tantôt qu'on a soumis un concept note à USAID Sahel qui va au-delà des pays de partenariat de Ouagadougou, et c'est notre vision. Nous allons vraiment multiplier les efforts pour pouvoir couvrir le maximum de pays. Merci, Président. Merci. Je commence par ma gauche. Il y avait une question spécifique. Allez-y. Ok, merci, Monsieur le Président. Je crois que les questions qui ont été posées, c'est des questions juste de compréhension par rapport aux stratégies qui ont été mises en œuvre au Burkina Faso. Donc, parmi ces stratégies, j'avais parlé des postes de santé avancés, et des agents de santé communautaires et des accoucheuses villageoises. Ce n'est pas des sages-femmes villageoises, mais c'est des accoucheuses villageoises. Alors, vous savez, avec le défi sécuritaire que traverse le Burkina Faso, il y a des endroits où les formations sanitaires sont fermées et où il n'y a pas d'agents de santé du tout. Donc, ce sont les communautés qui doivent se prendre en charge. Et donc, dans ces communautés, il y a aussi des déplacements de population vers d'autres zones où ces populations se sentent plus sécurisées, mais dans des zones où il n'y a pas de centre de santé. En ce moment, le ministère met en place ce qu'on appelle les postes de santé avancés. Donc, ce sont des équipes qu'on déplace et constitue sur place pour pouvoir offrir, en tout cas, le minimum de services à ces populations. Et aussi, en ce qui concerne les agents de santé communautaires, il y a ce qu'on appelle la délégation des tâches. Il y a un certain nombre de tâches qui sont, normalement, c'est les agents de santé qui devraient les offrir, mais comme on n'a pas assez d'agents de santé qualifiés et partout, on délègue certaines tâches des agents de santé à ces agents de santé communautaires. Par exemple, au niveau du Burkina, ces agents de santé communautaires offrent un paquet de services intégrés, dont la planification familiale. Ils peuvent initier la planification familiale à travers l'offre de certaines méthodes comme la pilule. Ils peuvent initier l'offre de la pilule. Ils peuvent aussi injecter le DMPR sous-cutané, donc le Cyanapres. Les agents de santé communautaire offrent ça. Et aussi, il y a une autre stratégie qui est l'auto-injection du Cyanapres, où on apprend aux femmes à s'auto-injecter elles-mêmes. Il y a beaucoup d'avantages à cela. Et nous avons couvert actuellement tous les 70 districts par rapport à cette stratégie, l'auto-injection du DMPR sous-cutané, Cyanapres. Voilà, on apprend aux femmes à s'auto-injecter elles-mêmes. L'avantage, c'est que même si la formation sanitaire est fermée,
la femme, comme elle sait s'auto-injecter, elle peut se réapprovisionner auprès de l'agent de santé communautaire dans le village et elle va s'auto-injecter tous les 3 mois. Donc, ça donne un gain de temps et aussi ça permet à la femme de sécuriser pour qu'elle ne soit pas en rupture de traitement. Et en ce qui concerne les accoucheuses villageoises, c'est aussi cette situation parce qu'il y a des villages, comme je vous ai dit, il n'y a pas de centre de santé. Mais par contre, les femmes continuent d'accoucher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, classiquement et de façon traditionnelle, les femmes accouchaient dans les villages, hein, même avant, quand il n'y a pas de centre de santé. Et ça, c'est partout en Afrique. Donc, on a des vieilles femmes qui savent accoucher, qui savent faire l'accouchement. Mais il leur faut un peu de moyens et un peu de connaissances pour assurer un minimum d'hygiène au cours de cet accouchement. Donc, ces accoucheuses villageoises sont outillées, voilà, pour pouvoir assurer des accouchements hygiéniques. Donc, on leur donne des kits et elles sont formées aussi pour savoir prendre en charge certaines urgences en cas d'hémorragie, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Voilà, donc c'est ce minimum qu'on donne à ces accoucheuses villageoises pour qu'elles puissent assurer, voilà, les accouchements hygiéniques. Je pense avoir fait le tour des questions qui étaient posées. Merci, Monsieur le Président. Très bien, merci beaucoup. Je remercie le professeur Traoré pour sa question pertinente. En réalité, quand on parle de financement et qu'on parle des bailleurs, dans la tête de tout le monde, c'est les bailleurs qui financent les pays entièrement. Or, les bailleurs sont des contributeurs, ils appuient le financement de l'État. Dans le secteur de la planification familiale, on avait fait même en 2021 une petite étude sur qu'est-ce que l'État donne. Je vous avance des chiffres venant d'une étude qu'on a eu à faire en 2021, qui a même touché 2022. L'État a financé 2 823 106 041 francs dans le cadre seulement des activités de la planification familiale. Pour vous dire tout simplement, quand on prend les contributeurs qui appuient, ceux qui appuient les bailleurs, qui appuient l'État, ils ne peuvent jamais égaler le financement de l'État. L'État est le premier bailleur de l'intégration. En termes de vaccination, en termes de produits nutritionnels, en termes de paiement des salaires, en termes d'équipement des structures de santé, en termes de construction. Quand on fait le caucheur, on se rend compte que l'État prend plus de 60% des investissements de santé et d'intégration des services de santé dans nos pays. Mais on ne rend pas visible, et c'est ce que nous allons commencer à faire. C'est pourquoi nous avons commencé au niveau de l'ONASR depuis 2021. 2022, on a commencé à faire ces études-là. Et cette étude, on a repris ça en 2023. Et c'est même bouclé encore et nous allons rendre public les résultats, effectivement, pour montrer la contribution de l'État par rapport, effectivement, au financement de la santé. Globalement, quand je vous parle de financement de la santé, c'est encore des chiffres faramineux que l'État met à disposition pour effectivement pour donner l'accès aux soins de santé. Donc pour vous dire que au niveau même de l'ONASR, nous avons une ligne budgétaire pour l'achat des produits contraceptifs. Nous avons souscrit effectivement à des initiatives comme le Compact, comme le Matching Fund. Ces souscriptions-là sont aussi, il y a des contributions, il y a des paiements qu'on fait effectivement sur le budget de l'État. Pour dire tout simplement que nous encourageons effectivement le financement de l'État, mais c'est notre devoir régalien de financer la santé de nos populations. Et on le fait. On le fait. C'est vrai que les pays peuvent parfois traverser des crises. Et ces crises peuvent diminuer effectivement le financement de l'État. Mais en ce moment, nous avons aussi besoin effectivement de la solidarité active de tous les partenaires pour venir aussi pour appuyer. Mais toutes les initiatives en République du Mali ont été d'abord initiées par l'État d'abord. Quand on parle de l'intégration des services, les soins de santé primaires ont d'abord intégré les services. Et l'État
un petit mot sur la formation aussi. Non, je reviens sur la formation. Et c'est tout simplement pour dire tout simplement que tous les bailleurs, quand on prend des bailleurs, le plus grand contributeur après l'État au Mali en matière de santé, c'est l'USAID. Après l'USAID, je peux vous donner par classement tous les bailleurs effectivement qui contribuent effectivement à la santé des populations. Et donc la deuxième question, c'est par rapport au contenu de la formation sur l'intégration. Bon, on a eu des modules de formation depuis qu'on a commencé l'initiative Inspire. Il y a eu des modules de formation sur la formation des formateurs. Parce que quand je parle de formation des formateurs, c'est les médecins-chefs de district sanitaire qui doivent prendre le relais des directions centrales au niveau effectivement des heures de santé, qui sont aussi formés sur la réorganisation des services. Maintenant qu'on a intégré les modules de violence basés sur le genre, ils sont aussi orientés sur ces modules sur la prise en charge des violences basées sur le genre, pour aussi l'intégrer dès la rentrée dans les guichets uniques. Dès que la femme rentre dans le système de santé, par n'importe quelle porte, on doit identifier la violence basée sur le genre. C'est la même chose que je voulais faire un clin d'œil par rapport à IPAS, qui dit est-ce que les soins après avortement sont négligés? Je dis non. Les soins après avortement sont pris en charge déjà à l'entrée du système de santé. Mais seulement ce qu'on n'a pas fait d'abord, c'est par rapport aux indicateurs de mesure effectivement de ces soins après avortement, pour que ces indicateurs-là sont déjà là, mais on ne l'a pas mis en indicateur composite. Donc maintenant, si IPAS a des ressources pour appuyer les pays, voilà un chemin pour aussi appuyer le pays. Je vous remercie. Merci. Niger, vous avez un commentaire sur, Oui, j'ai un commentaire. Oui, pas de question rapidement. Je voudrais, je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit par rapport à l'État. Je renvoie tout simplement certains aux comptes nationaux de santé que tous les pays font. Ils verront combien de milliards sont pour la santé et la reproduction ou pour la planification, c'est bien séparé. Mais je voudrais revenir sur le concept de l'intégration. Tout à l'heure, depuis ce matin, je pense qu'on a commencé à évoquer cette intégration. D'aucuns ont évoqué Allemand à temps, etc. Et jusque-là, nous en sommes là. Et on se pose des questions, mais pourquoi on parle encore d'intégration? Je pense qu'il faut un peu séparer les choses. Il y a l'intégration au niveau stratégique justement pour cette initiative, où il faut fédérer effectivement tous les sectoriels, parce qu'on a parlé des sectoriels ici, mais il faut fédérer également les partenaires à travers nos documents de politique et de programmation. Ça, c'est une intégration. Il faut descendre au niveau opérationnel. Et au niveau opérationnel, cette intégration, bien sûr, elle va continuer avec les différents partenaires locaux, mais il faut tenir compte de l'intégration des prestations. Et c'est de ça qu'on parle. Je voudrais qu'on comprenne qu'avoir les différents postes de prestations dans un espace géographique donné, c'est une intégration physique. C'est vrai, tous les services sont là. Ce n'est pas évident que quand moi, je suis une mère, un couple de mères et de nouveau-nés, je viens pour vacciner mon enfant, qu'on m'oriente vers le service de la planification. Ça ne se faisait pas. Ce n'est pas évident. On risque de donner le service juste et c'est fini. Et c'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut, nous, c'est la culture d'intégration qu'on veut inculquer ou réinculquer aux prestataires, au personnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un paquet qu'il faut offrir au couple, mère, enfant, un guichet unique. Quand elle rentre, elle doit sortir avec tous les paquets dont elle a besoin, même besoin non ressenti, et dont le nouveau-né ou l'enfant a besoin, dont besoin non ressenti par la femme. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez vu tout à l'heure les indicateurs. Si tout est intégré, alors pourquoi les indicateurs sont bas quand on regarde les indicateurs composites?
Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a un réglage à faire en termes d'organisation des services. Et cela m'amène à parler aussi du contenu de modules. Il y a effectivement un module pour les prestataires et un module pour les relais communautaires. Ce n'est pas que nous, ils ne savent pas c'est quoi la planification familiale ou qu'ils ne l'offrent pas, ou c'est quoi l'accouchement, ou c'est quoi la vaccination. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est comment articuler tout ça en une entrée pour bénéficier au maximum du groupe. Surtout quand on regarde un peu par rapport à nos couvertures sanitaires qui sont faibles. C'est un peu cette culture qu'on est en train de développer et il y a un contenu, on forme les gens. Les relais communautaires là, il y a certes, on a dit c'est un paquet intégré, ok. Mais ce que l'on veut, c'est que le relais communautaire, quand il va en visite à domicile, il regarde non seulement cette femme qui a un enfant par rapport à ses besoins en termes de planification familiale, par rapport à ses besoins en termes nutritionnels, parce qu'il peut faire le miracle, il peut mesurer le périmètre brachial pour savoir qu'elle est malnutrie. Ou que l'enfant, là, il est malnutri aussi indépendamment des autres. Et donc, qu'il puisse offrir tous ces paquets ou orienter pour donner tous ces paquets. C'est cette culture en réalité qu'on vise à ce niveau. Donc, il faut un peu, je pense, un peu réfléchir sur ce qu'on veut. Et, à mon avis, et je suis convaincu, je suis vraiment convaincu, puisqu'on parle de pérennité, la seule pérennité, c'est développer cette culture d'identification systématique des besoins de couple mère-enfant et de l'offrir en une seule entrée. Je vous remercie. Merci. Je vais demander à notre collègue du Sénégal de commenter. Et on verra après avec le maître de cérémonie ce qu'il y a lieu de faire. Merci, Monsieur le Président. Donc, il est vrai que le Sénégal n'a pas eu de questions, mais juste peut-être pour faire suite à ce que vient de dire notre collègue, c'est qu'on sait que la supervision intégrée était là bien avant. Par ailleurs, il y a eu, comme il l'a dit, l'identification des besoins systématiques des patients, c'est des stratégies qui étaient là. Mais encore une fois, c'est l'articulation de tout ça qui fait l'intégration. Et l'objectif, c'est de renforcer l'utilisation des services de planification familiale, des services en général, de la mère et de prise en charge de la mère et de l'enfant, et permettre à la femme, au couple mère-enfant qui vient dans une structure, au niveau des 4 points de contact, à savoir les consultations prénatales, les consultations postnatales, l'accouchement et le suivi enfant sain, qu'on puisse lui offrir ces services-là. Parce que parfois, quand tu les perds au niveau de ces différents points de contact, peut-être qu'elles peuvent ne pas avoir le temps ou les moyens de revenir pour solliciter un service. Je pense que c'est pour ça qu'on essaie au maximum de pouvoir les rattraper au niveau de ces points de prestation de services afin de lui offrir la méthode contraceptive. Donc, je pense que c'est beaucoup plus ça. Maintenant, le contenu des modules, comme on l'a dit, c'est non seulement une réorganisation des services, mais échanger avec, parce qu'il faut aussi qu'à tous les niveaux, que les différentes parties prenantes comprennent la stratégie. Mais le contenu des modules, globalement, c'est des modules de prise en charge de les CPN, des CPON, de l'accouchement et tout ça. Peut-être qu'on revient dessus pour renforcer les prestataires encore une fois pour une prise en charge holistique du couple mère-enfant, mais ce n'est pas des modules spécifiques, mais c'est juste faire des rappels, remettre un peu à jour certaines notions, mais faire aussi et surtout le link, c'est-à-dire que le guichet unique, et qui peut différer selon qu'on se trouve dans un poste de santé où il y a un infirmier ou une sage-femme qui offre le service, mais par exemple dans les centres de santé, c'est autrement parce que tu as un infirmier et tu as les médecins qui sont là, tu as les infirmiers, tu as les sages-femmes. Il faut, selon la structure où on se trouve, comprendre le concept et puis voir comment
offrir à cette femme-là tous ces services quand elle vient les solliciter. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci, Président. Merci. Est-ce qu'il a le temps de conclure ou bien est-ce qu'on a un moment? Il y a la question du professeur Blamy par rapport à Madagascar. Par rapport à Madagascar. Il y a une expérience, un partage d'expérience. Ok. Ouais. Donc, vous voulez donner la parole à Madagascar? Enfin, je pense que c'est important. Parce que... Vous souhaitez faire un commentaire sur votre expérience de l'approche multisectorielle? Peut-être un commentaire... c'est bon? C'est par ici. Merci pour la question. Effectivement, Madagascar a une expérience assez positive pour la promotion de la planification familiale. Effectivement, la planification familiale à Madagascar, c'est vraiment un engagement présidentiel. L'engagement FP 2030, c'est Monsieur le Président de la République actuelle qui l'a signé. Et il a renouvelé cet engagement à la nouvelle politique générale de l'État à son deuxième mandat présidentiel en mois de décembre dernier. Et cela, le but ultime de cet engagement, au fait, c'est la capture du dividende démographique. Et à travers cette politique générale de l'État, à travers cet engagement, nous avons réalisé un forum national sur la planification familiale pour engager tous les secteurs dans la promotion de la planification familiale, de telle sorte que chaque secteur a son propre programme de promotion de la planification familiale. Comme exemple, je vais vous citer quelques exemples de ministères qui ont donc leur programme leur propre programme de planification familiale. Par exemple, en premier, le ministère de la Jeunesse et des Sports, en charge des jeunes, des adolescents et des jeunes. Ils ont leur propre direction de la santé, de la reproduction, et à chaque événement du ministère, il y a sensibilisation, il y a promotion, il y a offre de services en planification familiale. Et parallèlement, le ministère met en place la maison des jeunes au niveau des districts, et au niveau de chaque maison des jeunes, donc il y a un coin santé où il y a la sensibilisation non seulement de la planification familiale, mais en général de la santé des adolescents et jeunes. Et puis, comme exemple aussi, il y a le ministère de l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique, la promotion au niveau des universités. Ils font des événements grandioses pour sensibiliser les jeunes universitaires à la planification familiale. Et nous avons aussi le ministère de la Communication et de la Culture qui collabore étroitement avec nous pour la diffusion des messages, la diffusion des émissions audiovisuelles par rapport à cette promotion-là, mais pour leur propre programme aussi, ils ont leurs actions volontaires de volontariat, et les volontaires font aussi cette sensibilisation, cette promotion. Et il y a aussi le ministère de l'Éducation nationale, bien sûr. Le ministère de l'Éducation nationale, c'est surtout axé à l'éducation complète à la sexualité. Et nous avons aussi le ministère de l'eau, assainissement et hygiène, qui fait la promotion de l'hygiène menstruelle, et ça, c'est accouplé à intégrer la promotion et intégrer avec la planification familiale. Donc voilà à peu près nos expériences par rapport à ça. Il y a les autres ministères, mais ce forum national s'est déroulé en juillet dernier, et nous pensons faire un suivi trimestriel prochainement. Mais ce suivi n'est pas encore réalisé. Mais par contre, les exemples dont je vous ai parlé tout à l'heure
nous ont déjà sollicité pour la collaboration, pour leurs appuis par rapport au support de communication, par rapport à notre expertise, à l'expertise propre du ministère de la Santé. Donc, merci. Docteur Martin, allez-y. Oui, merci. Je voulais revenir rapidement sur la question que les collègues de la Centrafrique a posée à Baobab. Pas pour dire qu'on va vous donner de l'argent, c'est pas ça. C'est juste pour dire que je pense que c'est l'un des objectifs de cet atelier, c'est de pouvoir effectivement amener les pays de l'Afrique centrale à comprendre un peu comment ça fonctionne en Afrique de l'Ouest. Mais ça a pris du temps pour que l'Afrique de l'Ouest aussi même soit à ce niveau où ils sont aujourd'hui. Cependant, je pense que le plus important va être pour vous de faire l'état des lieux, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour comprendre où vous êtes. Et je pense que pour renchérir sur ce que beaucoup ont dit, il y a une sorte d'intégration qui se fait déjà probablement au niveau des services, au niveau des postes de santé ou des centres de santé, au niveau des districts ou des hôpitaux. Et ce qui va être important, c'est de voir où sont les différents gaps. Parce que si les services, par exemple, de planification familiale ne sont pas donnés à toutes les femmes lors des accouchements, et je sais que ça se fait déjà pour la plupart des pays et des centres, que ça soit fait de façon systématique, quel est le gap qui va s'en sortir en termes de commodités, en termes de personnel, en termes d'équipement. Et c'est ce genre de gap que nous pouvons remonter, en tout cas nous, à travers FP 2030 auprès de certains bailleurs s'ils sont intéressés à appuyer, mais aussi les différents partenaires qui sont déjà en train de vous appuyer et pour lesquels nous vous avons demandé de venir avec. Certains sont venus avec leurs partenaires, et d'autres ne l'ont pas fait. C'était effectivement pour qu'ils voient comment eux aussi réorganiser leurs ressources pour pouvoir continuer à vous appuyer. Parce que si vous avez un partenaire qui appuie déjà certains districts dans vos pays, je pense qu'il ne va pas leur coûter cher de pouvoir réorienter ou vous demander d'essayer un peu d'harmoniser ou de rendre opérationnelle l'intégration de façon systématique, comme quelqu'un l'a dit, au niveau de ces centres. Donc c'était ça une des raisons pour lesquelles on voudrait que vos partenaires qui vous financent ou qui vous appuient directement soient avec vous. Mais après, effectivement, s'il y a vraiment des gaps assez importants et qui demandent un financement supplémentaire, on est prêt à pouvoir prendre ce genre d'informations après qu'il y ait eu des évaluations assez claires pour pouvoir les partager avec certains bailleurs, que ce soit sous-régionaux ou régionaux. Et sur cette base-là, certains peut-être peuvent être intéressés à vous financer. Je ne vais pas citer des noms de bailleurs ici pour que vous n'ayez pas des attentes spécifiques par rapport à eux, mais c'est un travail qui pourra être fait. Et s'ils sont disponibles, ils pourront vous financer s'ils ont des ressources, et même ceux qui sont déjà avec vous peuvent réorienter les ressources. Merci, monsieur le modérateur. Merci, président. Je voulais juste ajouter ça. Merci. Merci, docteur Martin. Je vais juste, comme le temps presse, en quelques mots, résumer cette session brièvement et faire un plaidoyer auprès de notre président, s'il me permet, président de la CDP, parce que je pense qu'il y a une opportunité très spéciale actuellement dans la sous-région. Et je voudrais dire quelques mots là-dessus. Et il aura une responsabilité à nous guider et à avoir un leadership dans cette initiative. Donc, pour moi, Deniba, c'est une initiative très innovante que je n'ai pas vue dans la sous-région avant que vous le soyez là. Et je crois que ça présente une opportunité de créer des solutions innovatrices pour pouvoir financer, pas seulement les États, mais la société civile aussi. Et aussi le financement au niveau décentralisé. Et merci pour la présentation que vous avez faite. Pour ce qui est de la table ronde, moi, ce que j'ai compris, c'est que la première chose, il faut un engagement à très haut niveau, très, très haut niveau, que ce soit au niveau du président, que ce soit au niveau du Premier ministre, etc. Il faut s'ajuster avec les cycles de planification des différents partenaires. Il faut suivre les différentes tables rondes avec des lettres de rappel d'engagement, avec une copie peut-être même de la charte qui a été signée le jour de la table ronde. Il faut avoir des rencontres individuelles avec les différents partenaires après
la table ronde, il faut aussi travailler avec les groupes de travail techniques qui existent dans chaque ministère, utiliser une approche, un plan, un budget, un rapport qui va permettre peut-être de standardiser tout ça, tenir compte des aspects sécurité et aussi envisager l'approche multisectorielle. Ça, c'est ce que je retiens. Mon plaidoyer est le suivant. Je pense que nous avons une opportunité qui est la suivante. Depuis ce matin, on voit que beaucoup de travail a été fait, notamment par Inspire et d'autres partenaires ici, pour commencer à développer les indicateurs composites, pour commencer à développer ce concept d'intégration, pour commencer à tenir compte des pratiques à haut impact qui ont été reconnues par toute la communauté. Et on sent aussi qu'en même temps, il y a une diversité des approches ou des présentations des pays. Et donc, moi, je pense que la communauté de pratique a un rôle très important à jouer pour standardiser, aider les pays à standardiser, que ce soit au niveau régional, parce que je sais que l'OAS a commencé un tableau de bord en santé maternelle, néonatale, infantile et puis santé de la reproduction. Peut-être que c'est une opportunité d'ouvrir un peu cet aspect intégration-là à l'intérieur de ce tableau de bord pour que vraiment on puisse tenir compte des pratiques à haut impact. Parce que vous savez, il y a la planification familiale immédiate après l'accouchement, il y a la planification familiale avant de quitter la maternité, il y a la planification familiale quand on revient pour les soins nourrissons, quand on revient pour la nutrition, puis quand on revient pour la vaccination, et l'OMS va jusqu'à 2 ans. Mais quand on voit les présentations, ça va de tous les côtés. Et ce serait très important que la communauté de pratique puisse aider les pays et les différents ministères, les groupes de travail qui sont impliqués à vraiment standardiser tout ça et à essayer de faire des priorités pour qu'on sache clairement, voilà les indicateurs que nous utilisons, parce que c'est important pour pouvoir mesurer l'impact après. Ce n'est pas juste pour avoir les indicateurs, mais c'est vraiment pour savoir quelle stratégie nous allons utiliser. La deuxième chose, je sais que dans la discussion sur les coûts, bon, on est allé par exemple de notre collègue qui parlait de peut-être qu'on n'a pas besoin en fait de financement, jusqu'à de l'autre extrême où il y avait des pays qui parlaient de 10 milliards, 15 milliards de gap. Donc là, on a une très grande marge ou de manière de voir comment financer cette intégration-là. Et je crois que là aussi, il y a une expérience de Inspire avec tous les pays. Il y a eu des expériences pilotes qui ont vraiment beaucoup appris sur comment budgétiser cette intégration, quelle est vraiment quels sont les frais marginaux, les frais qui sont vraiment liés spécifiquement à cette intégration-là. Et est-ce qu'il y a des modèles, est-ce qu'il y a des exemples qui peuvent être utilisés dans la sous-région et dans les pays pour que ça devienne des outils des pays et que ce soit quels que soient les bailleurs. Donc, ce ne sera pas, c'est pas seulement que c'est Inspire qui fait les projets pilotes sur lesquels, en fait, nous pouvons bâtir, mais je veux aussi dire que nous pouvons inviter tous les autres, Expand, tous les autres projets qui existent dans la sous-région, qui devraient maintenant s'assurer que ces indicateurs et ces modèles de budget-là peuvent être utilisés de manière standard. Sinon, on va être un peu dans toutes les directions et on n'aura pas de résultats très, très clairs sur voilà ce qu'on veut faire et voilà le véritable impact que nous voulons avoir. Par exemple, la PF liée aux soins après avortement, la PF du postpartum, ça finit par se noyer et on ne se retrouve pas dans les priorités. Et je crois que c'est le travail précis, d'après moi, de la communauté de pratique. C'est ça vraiment notre rôle, je pense, et si le président le permet, qu'on puisse discuter et voir comment nous allons accompagner la sous-région, les pays, à mettre cette standardisation-là en place, à mettre ces définitions en place, ces priorités en place, et à donner des outils et des ressources et des modèles pour que les pays puissent avancer. Voilà, ça c'était mon petit plaidoyer. Merci pour cette session, merci de votre patience et de votre diligence, et merci aux panélistes. Et je crois que le débat continue demain. Exactement. Mais voilà. Vous restez sur place pour que nous puissions clôturer cette session sans que vous ne fassiez des mouvements et tout. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir le panel? Nous sommes à la fin de la journée, mais
Je voudrais rappeler 2 ou 3 informations essentielles avant qu'on ne se sépare. La première information, je rappelle aux différentes délégations que pour bien développer les recommandations issues de cette réunion, nous aurons souhaité que chaque pays note les points essentiels qu'ils estiment importants à retenir et aussi les recommandations qu'ils souhaitent formuler pour qu'à la fin, nous, on puisse les récupérer et bien les renseigner dans le rapport de cette session. Deuxièmement, quand nous allons finir, il y a une pause café au même endroit que le matin. Donc, en partant, on peut reprendre un peu d'énergie et tout. Alors, demain, nous avons trois grandes sessions. Donc, une première session qui concerne la SAGO, révision initiative de la SAGO, amélioration des contenus des curricula de formation des instituts de formation de sages-femmes, d'infirmiers d'État et les facultés de médecine afin d'intégrer le concept de planification familiale du postpartum intégré à la SMNI et à la nutrition. Ça, c'est la première session de demain. Ensuite, après la pause, nous allons laisser maintenant place aux 7 pays de l'Afrique centrale qui ont rejoint la communauté de pratique pour une analyse de la situation au niveau de ces différents pays. Ensuite, nous aurons une dernière session après le déjeuner qui concerne l'engagement des pays et la priorisation, les priorités de 2024-2025 et ou 2024-2030 pour l'intégration des services. Demain est une longue journée, donc l'agenda indique que nous devons démarrer à 9 h. On fera l'effort de démarrer à 9 h, de rester dans l'agenda qui a été prévu. C'est la fin de cette journée, mesdames et messieurs. Merci pour votre présence, merci pour votre participation. Je vous souhaite très bonne soirée et on se retrouve demain requinqué. Merci beaucoup. Merci, à demain.